Voilà, donc on va terminer donc, cette conférence avec Anna-Maria Bordas et Michael Peiro, qui ont fondé donc, leur agence en 2011. Une agence qui, dès le départ, avait l'ambition vraiment de marier les questions d'ingénierie et d'architecture. Donc je pense qu'avec les gars, on est vraiment dans ce sujet. Vous avez obtenu de nombreuses récompenses, dont le prix Europe 40 Under 40 en 2014, d'autres prix européens pour un projet urbain notamment que vous avez réalisé à Valence. Vous avez concouru et puis la qualité de vos projets, notamment pour réinventer Paris, ont été soulignés par l'ensemble des membres du jury. Et vous avez reçu une mention d'honneur au concours international pour la restructuration de la gare centrale de Riga en 2017. Voilà, donc je vous laisse la parole pour la gare de Stade de France. Eh bien, bonsoir à tous. Merci Emmanuel pour cette présentation. Merci à tous d'être là pour écouter ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ça nous fait vraiment très très plaisir d'être là pour partager ce travail qu'on mène aux côtés de la Société du Grand Paris. Nous avons grandi avec ces projets. Benedetta parlait tout au début de cette première candidature sur la gare de Clichy-Montfermeil. Sur laquelle on a commencé à travailler en 2013 la candidature et en 2014 on a gagné le projet. Donc voilà, donc ici la carte de Grand Paris Express et en rouge vous pouvez voir les projets sur lesquels on a travaillé. Donc le projet de Clichy avec Benedetta, le projet de la gare de Stade de France qu'on a gagné l'année dernière, et puis deux autres projets sur lesquels on a concouru. Donc on a participé au dialogue compétitif, mais on n'a pas été retenu. Voilà. Donc aujourd'hui, on va plus longuement vous parler de cette gare de Stade de France qu'on a remportée l'année dernière. On est architecte responsable de la gare au sein du groupement Coriseo. Donc Coriseo va être en charge de la réalisation de toute l'infrastructure de la ligne 15 Est, de la gare de Stade de France jusqu'à la gare de Champigny. Donc je salue d'ici nos collègues d'Egis qui sont présents et avec qui on travaille tous les jours pour que ce projet soit une réussite. Voilà, aussi quelques images des autres projets. Évidemment, Clichy-Montfermeil a été magnifiquement expliqué par Benedetta, donc je ne reviendrai pas forcément beaucoup dessus, juste pour souligner quelques éléments invariants dans notre travail autour de l'infrastructure. Mais aussi, je montre brièvement des images sur des projets qu'on a réalisés en partenariat avec d'autres agences, notamment sur la gare de Nanterre-la-Folie avec Ruti Ortiz et sur la gare de Pont-de-Bondy avec Mangado. Alors, une très petite introduction sur qui nous sommes, même si Emmanuel nous a très très bien présenté. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne nous connaissent pas encore. Donc, Bordas Peiro, on est une très jeune structure. On est la plus jeune agence en charge d'une des gares du Grand Paris Express. Et nous avons créé notre agence effectivement en 2011. Michael et moi, voilà, ici à ma gauche. Mais c'est une structure qui grandit, donc aujourd'hui on est environ une dizaine de personnes avec des compétences variées, donc composées par des architectes, des ingénieurs, des personnes d'origine différentes. Et c'est cette multiculturalité et cette diversité d'approche qui fait notre richesse. Et voilà, je salue aussi notre équipe, sans qui ce serait très très difficile d'être là aujourd'hui. Voilà, merci pour votre travail. Alors, nous sommes donc des architectes et des ingénieurs. Cette question de l'infrastructure, on va vous en parler tout le long de la conférence. Mais pour éclaircir un peu au début, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire des projets dans lesquels on va dessiner nous-mêmes le projet, avec la conception des espaces, la réflexion sur la lumière, la définition matérielle. Mais on va avoir aussi des projets dans lesquels on fait de l'ingénierie. Et sur ces projets-là, on va calculer les structures, on va réfléchir à des poteaux et à des poutres, et on va le faire soit pour notre compte, c'est-à-dire avec des projets sur lesquels nous on travaille, soit pour d'autres architectes. À part ce travail de pratique professionnelle, Michael et moi, on est aussi enseignants. Michael est enseignant titulaire à l'école d'architecture de Rennes. Moi, je le suis à mon tour à l'école de Marseille. J'enseigne aussi à l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Et on mène aussi un travail de réflexion autour de la condition contemporaine de l'architecture. Notamment, on réfléchit au sujet de l'infrastructure. Michael développe sa thèse sur le sujet des gares au laboratoire d'architecture de Lille, au LART.
Et nous réfléchissons aussi sur les nouveaux modes d'habiter. Donc Emmanuel a parlé de réinventer Paris. Nous avions développé un concept d'une architecture modulaire qui pourrait évoluer avec le temps, avec la vie des gens qui l'habitent. Donc c'est vraiment des choses que je pense qu'on va continuer de développer et qui vont être de plus en plus nécessaires pour que justement nos bâtis, les bâtis qu'on construit, puissent s'adapter à la vie de demain, comme disait Aldric tout à l'heure. En l'espace de 10 ans, il y a une révolution qui s'est installée. Le bâti est a priori beaucoup plus pérenne et il va falloir le réhabiter. Donc ça, c'est vraiment des questions très très importantes sur lesquelles il faut qu'on s'attelle. Et puis évidemment aussi sur le sujet de la ville et cette reconversion de la ville. Emmanuel parlait du projet El Cabañal. C'est un sujet qu'on a travaillé depuis longtemps et sur lequel on va sortir un livre à l'automne, si tout va bien. Alors aujourd'hui, on va vous parler principalement de cette gare, mais pas de la gare en tant qu'objet ou en tant que projet, mais plutôt de la démarche à partir de laquelle on va construire le projet. Et donc on va parler d'une triade qu'on a nommée intention, tension, résolution, que je voulais vous expliquer. Donc l'intention, c'est assez simple. Tous les architectes, quand on fait des conférences, on vous parle de nos intentions pour le projet. Donc c'est quelque chose qui est à l'origine et qui est fondateur, qui est très important. Mais les intentions qu'on va mettre en place, ce ne sont pas seulement les nôtres, celles qui découlent de notre analyse ou de notre vision du territoire, mais c'est aussi des intentions partagées, donc des intentions du maître d'ouvrage, la commande, cette idée initiale sur un projet, c'est des intentions du territoire, donc des partenaires territoriaux avec qui on travaille coude à coude, qui voient des choses que nous, parfois, on n'a peut-être pas vues. Donc les intentions, c'est des éléments qu'on veut matérialiser dans un projet et qui ont différentes origines. Pour ce qui en est des tensions, je pense qu'il est intéressant de s'arrêter là-dessus. Parce que souvent, on décrit un projet d'architecture comme un projet qui découle d'un seul concept unitaire et que tout doit découler de cette idée centrale qui fait tout le projet en lui-même. Nous, dans notre pratique en tout cas, on croit qu'il y a plusieurs couches d'informations, plusieurs éléments, plusieurs concepts qui vont venir rentrer en jeu pour la constitution du projet. Et c'est la tension entre ces idées initiales qui va créer la dynamique de projet. Pour nous, travailler un projet, c'est prendre ces idées qui sont parfois contradictoires et travailler et batailler pour que ça marche. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est la dynamique motrice vraiment du projet. Sans tension, il y a une résolution immédiate. Avec une résolution immédiate, il n'y a pratiquement pas de projet. Donc le travail qu'on fait à l'agence et qu'on fait tous en tant qu'archi, c'est vraiment d'essayer de mettre ensemble des choses qui pourraient a priori pas fonctionner ensemble. Et donc c'est à travers de cette mise en tension de différentes idées ou de différentes intentions qu'on va développer le travail sur le projet. Bon, in fine, on vous montrera la résolution, en tout cas la résolution à l'état actuel des choses. Vous avez vu des projets qui sont beaucoup plus avancés tout à l'heure. Donc Clichy, Benedetta l'expliquait, on a commencé en 2014. On se trouve au pro, donc vraiment aux portes de la réalisation. On doit terminer toute la phase de conception à Noël. Stade de France, ça a été gagné l'année dernière. On est encore à l'avant-projet. Donc on a terminé la VPA, comme disait Aldric, cette phase très préliminaire. On est en AVPB. Et c'est aujourd'hui la première fois que ces images sont montrées au grand public. Voilà, jusque-là, c'était seulement montré avec les partenaires territoriaux, le maître d'ouvrage. Et donc, aujourd'hui, on dévoile ce travail qui est toujours un travail en cours. On va très brièvement parler des invariants, et c'est des sujets qui reviennent quelque part dans notre travail. Vous le verrez, il y a des éléments qui sont importants et qui finissent toujours par nous rattraper. Donc vous verrez que ce travail n'est pas unique, même si il se développe spécifiquement pour un projet. Donc la première mise en tension qu'on va faire ce soir, c'est parce que vous allez voir que dans notre présentation, on va vous présenter toujours de concepts qui se mettent en tension et qui permettent la résolution du projet ou qui permettent d'avancer dans le développement du projet. Dans la première d'entre elles, c'est une qui nous est très chère, qui est la relation entre l'infrastructure et l'architecture.
Donc, on aime bien de montrer cette image qui est un des ponts de magnifique ingénieur Maillard en Suisse, où on voit que l'infrastructure et que les ouvrages d'infrastructure, quelque part, sont des ouvrages qui se résoudent parce qu'ils doivent être éminemment fonctionnels. Et que ce qu'on appelle l'ossature, et ce qu'on appelle les muscles et même les vêtements, est montré et l'essence du projet. Donc, l'architecture, c'est une autre chose. L'architecture, on doit définir d'espace, on doit définir des ambiances, on doit définir aussi des lieux de vie, des relations et de fonctionnalité. Et quelque part, cette ossature devient pas seulement l'élément principal, on a l'ossature et puis on a les revêtements, on a la façade, on a des éléments intérieurs, des panneaux, des faux plafonds. Et tous ces jeux nous permettent de travailler pour trouver des symbioses et pour trouver des éléments qui définissent l'espace. Et pourquoi nous intéresse beaucoup les gares à l'agence? Parce qu'en fait, les gares, c'est quelque part cette mise en symbiose de ces deux concepts, de l'architecture et de l'infrastructure. Là, je vous montre la gare de Valence, en Espagne. Valence, c'est ma ville d'origine. Et donc, j'aime bien montrer cette image parce que ça montre cette dichotomie entre l'infrastructure et l'architecture. On voit au centre la halle qui contient, c'est une halle qui est dessinée de façon la plus économe possible et qui contient à l'intérieur tout ce qui est du domaine ferroviaire. Cette halle vient s'entourer avec une façade qui lui donne un rapport à la ville, qui lui donne quelque part une image qui va projeter la gare dans l'imaginaire des habitants de Valence. Cette mise en relation est pour nous un peu caricaturale. Pourquoi? Parce que quelque part, on a l'impression qu'on a eu l'ingénierie qui s'est positionnée au centre et puis l'architecture qui est venue faire les décors. Donc cette image nous rappelle un peu le concept qui a été défini beaucoup d'années plus tard par Ventori, qui disait que c'est une espèce d'hangar décoré. On a créé un hangar et on a décoré la gare, très belle d'ailleurs, mais qu'il l'a décorée pour donner ses rapports à la ville. Nous, on aime bien travailler sur ces sujets-là parce que ce qu'on veut, c'est de créer des relations entre l'infrastructure et l'architecture qui se mélangent et que les choses bonnes de l'un alimentent l'autre. Donc c'est pour ça que c'est un des sujets qu'on travaille beaucoup à l'agence. Le deuxième sujet, ou la deuxième mise en tension qu'on va traiter ce soir, c'est la relation entre l'infrastructure et les tissus urbains. Donc, si on essaie de voir où se positionne la gare de Stade de France, logiquement, comme le nom le dit, c'est très proche de l'Stade de France. Donc, elle se situe là où il y a la gare de RERB et on vient s'accoler à cette gare. Si on essaye de comprendre, c'est ce qu'on a fait quand on a commencé à travailler dans l'offre de la ligne 15 si on essaie de comprendre ce territoire, on se rend compte qu'il était un territoire qui a été très morcelé par les infrastructures. Des infrastructures qui ont permis, bien évidemment, de développer le territoire, mais qui ont beaucoup conditionné également ce développement. Donc, on peut voir dans des images ou dans des cartes anciennes que ces infrastructures existaient déjà, qu'on avait déjà les lignes qui après se sont converties en lignes d'RERB, qu'on avait déjà la route qui allait au nord qui est devenue l'autoroute, etc. Et ça a conditionné que si on se rapproche du site de la gare, on peut voir qu'on a une dichotomie qui s'est créée, une barrière qui se crée à partir de l'apparition de cette voie qui est la voie de RERB. Au sud, on a surtout des logements et au nord, on a surtout des bureaux. Et donc ça, c'est un donné d'entrée qui était très intéressant vis-à-vis du développement du projet. Et donc, cette dichotomie crée une autre dichotomie qui c'est la question entre l'habiter et le travailler. Donc, on trouve les images que vous voyez plus à ma droite, c'est les images de quartier de bureaux, donc avec une forme urbaine qui était très caractéristique de bureaux. Et du côté sud, on retrouve avec l'image centrale les tissus de la Petite Espagne, qui était le quartier qui existait à l'époque, et avec les nouveaux développements qui se sont créés parce qu'il y a eu des plans de rénovation de ces quartiers-là.
Et puis, si on se rapproche encore plus de la gare, on retrouve qu'au nord, on a une grande place où il y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup de flux. Et au sud, on a des éléments qui sont beaucoup plus à l'échelle du quartier. Cette dichotomie, ça va être très intéressant vis-à-vis du développement qu'on va faire du projet. Et donc, ce travail sur le territoire nous amène vers la dichotomie entre multi-orienté et unitaire. On s'est rendu compte très vite du fait de cette séparation par l'infrastructure du nord et du sud qu'on devait créer une gare qui regarde les différentes fractions du territoire, et donc elle ne pouvait pas rester bloquée sur cette correspondance avec le RERB qui était sans doute très importante. Il fallait aussi imaginer un accès au nord qui permettrait d'accueillir les flux en cas de manifestation dans le stade, et qui permettrait aussi un lien direct avec le tramway. Mais bien évidemment, et pour nous c'était très important, il y avait aussi des accès à faciliter pour la vie de quartier qui se retrouve de façon plus importante au sud. Et donc ça a fait que, contrairement à d'autres gares où on a une entrée principale, comme par exemple celle de Clichy, ici on avait plusieurs, donc une multitude d'entrées, et que cela était en conflit avec une idée d'unicité qu'on souhaitait pour cette gare, d'identité unique et propre, et qu'on a résolu par un travail à la fois de peau, donc de matériaux, et à la fois de centre d'intériorité, à partir d'un espace central qui est commun à tous les usagers. On a aussi un conflit inhérent au site, c'est celui de la logique de ligne, à laquelle on a voulu opposer une logique de volume. Je vous explique. La gare du RERB, qu'on va longer, on va être vraiment accolé à cette gare, est une gare qui est très présente et qui est beaucoup plus haute que la nôtre. C'est une gare qui a été conçue pour être emblématique, et la gare du Stade de France de Grand Paris Express se devait d'avoir aussi une identité propre, et donc elle ne pouvait pas complètement se cacher, mais il ne fallait pas qu'elle fasse de l'ombre ou qu'elle vienne déranger quelque part cette gare existante. Donc on a décidé de se détacher complètement de la logique existante sur la gare du RERB pour travailler sur une logique de volume. Et là où la première est conformée par des câbles, des lignes, des poutres et des éléments principalement longiformes, nous avons souhaité créer un objet qui serait, lui, le plus abstrait possible, le plus volumique possible. Ce qui crée une confrontation. Voilà, ici vous voyez cette présence sur la placette sud. Donc là, on va voir émerger notre gare d'une façon assez importante. Au côté nord, la présence de la gare, elle est beaucoup plus petite, vous le verrez plus tard. Mais ici, on voit cette confrontation entre la logique de ligne qui va continuer de régner dans la hauteur et une logique de volume qui va avoir une présence aussi affirmée pour la gare de Stade de France. Le troisième élément qui était en tension, c'était cette différence entre la monumentalité de l'infrastructure que l'on traite et un besoin de domesticité pour travailler à l'échelle du quartier. Et donc la monumentalité, elle est certainement évidente quand on voit cette coupe qui nous montre la transition entre la place des droits de l'homme qui se situe au nord, donc à gauche sur l'image, et la gare du RERB avec cette grande hauteur et ces grands gestes de cette toiture qui est très très présente. Et notre gare à nous, qui, malgré le fait qu'il y a seulement une faible partie qui émerge, elle est aussi monumentale. Vous en voyez la taille dans cette coupe. Donc il fallait conjuguer cela avec un tissu qui était, lui, beaucoup plus fin, d'immeubles de logements juste en face, que vous pouvez voir sur la suite de la coupe. Et ça nous a amené à travailler d'une manière très fine, par touche, les espaces qui vont entourer la gare et la morphologie de la gare. Vous pouvez voir ici le vis-à-vis entre les logements à votre gauche et la gare à droite. La gare, elle est très longue, on a plus d'une centaine de mètres de long, environ 150 jusqu'à un certain point, et on a travaillé sur un pli de cette façade afin de créer des accidents qui permettent de créer des espaces à l'échelle de ce qui se passe dans le quartier. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Et pour faire ce travail de domesticité, on s'est appuyé sur un travail de scénarisation ou de création de storyboard, comme on aime le dire à l'agence. C'est-à-dire qu'on a pensé la vie des gens qui vont habiter le quartier et comment ils vont continuer d'habiter le quartier et quelle place va avoir la gare dans leur quotidien, tout simplement. Donc on imagine différentes personnes qui vont interagir avec cet objet
et comment elles vont se sentir, de quoi ils vont avoir besoin. Est-ce que Aline, en rentrant du bureau, elle a besoin d'un petit café, d'un endroit un peu cosy où s'asseoir pendant qu'elle attend le bus ou pendant qu'elle attend une copine pour aller prendre le bus ensemble? Est-ce que Jörg, qui est commercial et qui va prendre l'avion, mais qui vient de Champigny, cherche à avoir une correspondance à la fois directe, mais cherche peut-être aussi à trouver certains services, à pouvoir s'acheter un sandwich, à pouvoir se poser à un moment donné, à trouver facilement sa correspondance. Et donc c'est ce travail d'imagination de personnes réelles qui vont habiter autour de notre gare qui nous a fait réfléchir la qualité et la proportion de ces espaces. Et puis on a travaillé sur ce qu'on appelle de façon poétique le sol et le ciel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a l'espace public. Quand on est arrivé sur le site, on a vu que la gare s'est positionnée sur une pièce urbaine qui était très importante, qui était très grande. Et donc du coup, c'est une pièce urbaine qui mène une réflexion plus large et qui va au-delà du travail qu'on mène sur la gare, parce qu'il y a une étude des pôles et on travaille avec cette étude des pôles pour voir quels sont les usages qu'on va donner à cet espace. Mais n'empêche qu'on a eu toute une réflexion pour trouver qu'est-ce qui était les éléments qu'on pouvait faire dans cette surface. Donc, du coup, on s'est inspiré de ce concept de supersurface des années 70 où on disait que ce qu'il faut faire, c'est de créer un espace public qui soit support de vie, que tout puisse advenir dans cette surface. Et donc, du coup, on a pensé que cette travail était un travail qu'on devait faire avec un espace public qui était plutôt neutre, qui imposait pas des éléments et qui permettait que certains accidents, que certains éléments puissent passer à l'intérieur. Et puis, ce travail sur l'espace public, cette supersurface, pouvait devenir demain, ça c'est la vue depuis le nord, pouvait devenir demain peut-être comme ça, avec la gare d'RRB qui est derrière, avec l'émergence au nord que vous voyez à la partie gauche de votre image qui serait l'entrée de notre gare, et puis dans cet espace, on peut avoir des vies qui se passent. Et cette question de l'espace public, c'est une question qui nous intéresse beaucoup et qu'on a beaucoup travaillé dans tous les projets de gare sur lesquels on a participé, parce que l'espace public autour de la gare, c'est ce qui donne la vie et c'est ce qui va faire que les rencontres puissent se passer dans ces nouvelles gares qui vont articuler la métropole de Grand Paris. Donc, dans la gare de Clisson-Montfermeil, Benedetta expliquait super bien toute la démarche et tout le travail qu'on a fait ensemble. Dans la gare de Pont-de-Bondy, c'était le lien avec le canal de l'Ourcq qui nous avait inspiré pour ce travail paysager. Et puis, la gare de Nanterre-la-Folie, c'était un site qui était un peu plus aride, mais qui permettait un travail en lien avec ce qui va devenir les terrasses de la Défense, qui vont relier Nanterre avec les quartiers d'affaires de la Défense. Et puis, finalement, dans cette question de l'espace public, on voulait juste toucher un mot sur les toits de la gare. Comme vous avez vu, comme Anna-Maria vous a montré, la gare est assez longue et découle une surface, une toiture assez importante. Donc, le travail qu'on est en train de mener sur ces toits, c'est un travail qui est une exploration qu'on fait en cours, une exploration qu'on mène avec notre maître d'ouvrage. Vous le savez très bien que la Société Grand Paris, c'est un maître d'ouvrage qui est porteur de l'innovation et qui veut que les projets soient phares vis-à-vis de cette question-là. Donc, dans cette question, on est en train de développer, donc c'est un travail qui est très exploratoire aujourd'hui, on est en train de développer qu'est-ce qui pourrait devenir cette surface? Quels usages on pourrait lui donner à cette surface pour qu'elle devienne une partie de la ville? Donc, on est conscient que c'est pas facile parce que cette surface se trouve à côté de ARB, donc du coup avec des contraintes ferroviaires, qu'il y a des questions structurelles parce que quand même c'est le toit de la gare, et puis aussi qu'il y a des questions d'évacuation. Mais nous sommes à ce moment-là, on pensait avec notre maître d'ouvrage que ça valait le coup d'explorer ça. Donc, on ne vous en montrera pas plus aujourd'hui, mais c'est une réflexion qu'on est en train de mener. Là, on commence à rentrer dans le concret par cette dichotomie entre la machine de transport et l'expérience spatiale.
C'est une de celles qui est la plus difficile à résoudre et qui nous prend beaucoup de temps, donc nos partenaires peuvent en témoigner. Il est évident qu'une gare, c'est une machine de transport qui doit bien fonctionner. Ça, c'est la prémisse numéro 1. Mais il est aussi important de travailler l'expérience spatiale du voyageur et de contribuer à la création de la ville. Et donc, les deux doivent fonctionner parfaitement. Alors, voici une image de l'extérieur. Celle-ci, elle est du dialogue, donc elle est de l'année dernière. Il y a eu quelques ajustements de forme, mais assez légers. Mais elle permet de mettre en exergue ce fonctionnement dans lequel on va être connecté de partout. Donc, on doit bien accueillir les flux qui viennent du RER B. On doit être en transition facile avec le futur tramway qui n'existe pas encore, mais qui va arriver, qu'on peut voir ici. Il y a tous les bus qui se trouvent aujourd'hui sur l'avenue du Stade, mais qui vont peut-être changer d'endroit. Donc on réfléchit aussi avec le STIF et avec les études de pôle sur comment ça va se passer, ces futures correspondances. Et donc ces éléments-là, notre morphologie répond éminemment à ces flux et à ces tensions ici. La machine de transport ne s'arrête pas à la surface. La partie intérieure est aussi très importante et on développe avec Hugar, qui est spécialiste sur ce sujet-là de fluidité, et avec Arep, qui se trouve travailler dans notre groupement sur comment faire passer les gens de la manière la plus simple, la plus rapide et la plus agréable possible de la surface à jusqu'à moins 30 mètres de profondeur. Ce n'est pas évident parce qu'on a des dichotomies de flux très importantes. En journée ou en heure de pointe, on va avoir des entrées beaucoup plus importantes à votre gauche, à l'ouest. Et en cas de match, par exemple, il va y avoir beaucoup plus de monde à l'est. Donc c'est une gare qui se doit d'être réversible en même temps et d'accueillir des flux qui peuvent être très très changeants. Donc je ne vous ferai pas cette histoire-là parce qu'elle prendrait beaucoup trop de temps, mais on a évalué plus d'une 50aine de schémas de fonctionnement différents avec des positionnements d'escaliers mécaniques, des escaliers fixes, de couloirs qui se rajoutent, mais qui avaient tous un point commun, c'est de travailler cette suite d'espace, donc la création de l'espace pour que le parcours soit le plus agréable possible. Pour parler de l'expérience spatiale, on a souhaité mettre un transparent d'un artiste plasticien, c'est Henrik Mestre, qui travaille sur la céramique. Et on l'a fait exprès parce que les architectes travaillons la question de la proportion depuis des millénaires et c'est quelque chose qui nous obsède. Mais ici, on a un regard complètement ex nihilo. C'est pas un architecte, c'est un plasticien. Et il a fait une série d'œuvres qui s'appelle Architecture pour le regard. Donc ces architectures qu'il nous propose sont des architectures complètement déconnectées de l'usage, chose que nous ne faisons pas, complètement déconnectées de flux, chose que nous ne faisons pas, mais qui sont vraiment très belles et qui nous transportent vers un univers onirique d'espace. Nous, architectes, on rêve d'espace. Donc voilà, on voulait juste attirer un peu ce point sur la proportion et la fabrication de l'espace, parce qu'on trouve que de nos jours, on ne parle pas beaucoup de ça, peut-être parce qu'il y a plein d'autres sujets à aborder. Le sujet de la transition numérique, des nouvelles manières de travailler collaboratives, de comment utiliser les nouveaux outils pour avancer et faire des meilleurs projets. Le sujet de l'environnement, comment intégrer des bâtiments plus intelligents qui agressent moins notre terre et qu'on puisse être encore ici dans une centaine d'années, on l'espère. Mais je pense que la proportion est un élément clé et qui nous appartient pleinement. Celle-ci, on a du mal à la partager avec des autres. Et donc, on a voulu mettre cette citation de Josep Lluís, qui est un architecte barcelonais qui a produit une magnifique œuvre, qui a enseigné à Harvard dans les années 60 et qui nous dit, en fait, que c'est un des engagements les plus importants, peut-être pas le plus, mais un des engagements les plus importants, c'est celui de donner forme à des envies, à des espaces, à la lumière et à la matière. Ok, je continue, pardon. Donc, sur cette création de forme et d'expérience spatiale, on a voulu jouer sur une dichotomie qui est vieille comme le temps, c'est celle de l'accélération versus la contemplation, ou on pourrait dire aussi celle de la compression puis de la dilatation de l'espace. Donc, on le voit bien dans cette coupe, on voit bien que les gens qui vont rentrer par ici se trouvent dans une logique plutôt étroite relativement
dans le couloir avec un toit pas très haut, et puis qu'ici, il y a autre chose qui va se passer. Donc c'est quelque chose qui a été théorisé par plusieurs, notamment Le Corbusier s'en sert à l'unité d'habitation de Marseille, là où j'enseigne. Et donc cette dichotomie entre ces espaces va participer à la création de l'expérience spatiale, tout simplement. C'est quelque chose de très utilisé dans les différents équipements du transport. On voit ici l'aéroport de Barcelone ou la gare de Cornavin à Genève, où il y a des longs couloirs qui nous invitent à aller vite, parce qu'on voit vers où on va, et donc on va s'accélérer sur un espace plutôt longiforme. Et puis on voulait opposer cet espace longiforme à un espace de contemplation. Et là encore, je vous montre quelques images d'autres projets qui ne sont pas encore le nôtre, comme celui de Varuzzi et Vega. Je trouve que celui-ci, il est très intéressant parce qu'il parle de la neutralité, de la proportion et aussi d'une certaine monumentalité et une certaine domesticité, mais on ne va pas s'attarder plus que ça dessus. Donc je pense que le vide central qu'on a proposé, c'est l'occasion pour le voyageur d'arrêter et de réfléchir, donc de se laisser porter par ces escaliers mécaniques et de prendre le temps de contempler ou de penser à autre chose ou de voir les autres voyageurs, comment ils pratiquent la gare. Et donc je pense que cette dichotomie est quelque chose qui est important et qui fait lien donc, avec le plein et le vide. Donc c'est pour presque conclure, cette question du plan de vide et de l'espace central amène tout de suite au début de la présentation et la relation entre la structure et l'architecture. Pour nous, comme on l'a dit, on est des architectes et des ingénieurs et la question de la structure, c'est une question qui nous importe beaucoup et qui fait beaucoup travailler la réflexion architecturale à l'agence. Et donc là, on vous montre l'image de cet espace central. C'est l'image qu'on a fait à la fin de la VPA. Donc c'est l'image de l'espace central où on, comme disait Anna-Maria, converge tous les flux et descend vers l'intérieur. Ce qui est intéressant de cette image, c'est que chaque élément qu'on a placé, c'est des éléments qui servent à plusieurs choses. Donc toute cette tension qu'on a développée au long de la présentation vient s'imbriquer et vient former et créer un espace. Comme vous voyez, par exemple, les passerelles qui relient les deux côtés, c'est des passerelles qui servent déjà à réunifier et à connecter les deux parties de la gare, mais c'est aussi des poutres horizontales qui servent à raidir la structure qui vient des parois moulées. Donc ça, c'est un travail qu'on mène ensemble avec l'équipe d'ingénieurs du Monde, des IS, et qu'on travaille ensemble pour trouver une solution qui soit la solution la plus convenable vis-à-vis des questions structurelles, mais aussi vis-à-vis de la constitution de l'espace. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qu'on mène ensemble d'une façon très productive. Donc, en plus de cela, par exemple, si vous voyez cette passerelle qui se trouve au centre, c'est une passerelle qui sert à croiser les flux, mais en même temps sert aussi comme bouton, comme élément qui va soutenir les deux côtés de la paroi moulée. Donc cette dichotomie de trouver des éléments qui servent à plusieurs choses en même temps, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et qui revient à cette question qu'on a évoquée au début de la présentation sur les liens entre l'architecture et l'infrastructure, entre l'architecture et la structure. Et cette question du vide, c'est une question qui nous a beaucoup travaillé pendant toute cette chance qu'on a eue de travailler sur plusieurs projets de Grand Paris Express. Vous voyez là certains vu un plan de projets qui sont pas tous à la même échelle, mais qui représentent un peu la vue du projet. Et on voit que dans tous ces projets, l'élément du vide et de la lumière qui arrive au centre, c'était un élément de réflexion très important et qui nous a beaucoup évoqué. Et puis, la dernière mise en tension qu'on va faire ce soir, c'est la relation entre la massivité et l'évanescence. Donc, ces vides qu'on avait créés, on voulait trouver une façon de le matérialiser. Et ça, c'est un sujet qui nous importait beaucoup. Et donc, du coup, on voulait justement contraster la massivité qui est donnée par les ouvrages des génies civils avec une évanescence qui apportait déjà de la lumière à l'intérieur de la gare, mais qui donnait aussi ce contraste entre ces deux éléments. La massivité, c'est un élément qu'on a travaillé, comme vous avez vu dans l'image précédente,
un lien avec le béton qui est quelque part cet imaginaire qui est lié à l'infrastructure et qui est lié aux ouvrages des génies civils. Et en plus, c'était un travail qu'on voulait mener sur, qu'Anna-Maria l'a évoqué tout à l'heure, sur la question de la neutralité. La neutralité, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup à l'agence parce que la neutralité du parement, la neutralité de la structure, la neutralité de l'espace intérieur donne le protagonisme aux gens qui vont occuper ces lieux, aux gens qui vont s'approprier de la gare. Et donc, du coup, on voulait vraiment travailler sur cette notion de laisser l'espace pour qu'il soit utilisé, que l'usager soit au centre de ce travail. Et puis, l'évanescence était travaillée sur les matériaux de verre qui, d'un côté, comme je disais, permet le passage de la lumière, mais permet également de se raccrocher au territoire, parce qu'il faut savoir que la zone où on construira la gare de Stade de France, c'était une zone où il y avait toutes les industries de verre à la plaine Saint-Denis. Voilà, donc on arrive à la fin. On vous montre quelques plans parce qu'on n'en a pas beaucoup montré, et aussi des coupes qui permettent de se rendre compte de ce parcours que les gens vont avoir quand ils vont parcourir notre gare. Donc, par exemple, si on rentre à l'ouest, on va commencer par ce couloir dont on parlait pour finir par rentrer dans ce vide central. Et donc, on va avoir cette logique d'accélération puis de mise en abîme. Juste avant de rentrer dans le vide, l'espace va s'évaser et puis on va finir par plonger, que ce soit par l'escalator, dans cet grand espace central dans lequel on va rencontrer tous les autres voyageurs qui seront passés par d'autres accès. Pareil pour les gens qui viennent du nord, vous avez vu sur la perspective de l'espace public, c'est une émergence beaucoup plus petite qui permet juste vraiment de faire rentrer les gens. Les gens vont ensuite passer en sous-sol sous le chemin du Cornillon pour rejoindre ce même espace central. Donc on va partir de cette première entrée en surface. On va passer en sous-sol dans un couloir, encore une fois, qui va renforcer cette sensation d'accélération et qu'on va beaucoup travailler à travers la lumière et de la spatialisation de cet espace pour arriver dans un espace, pour le coup, beaucoup plus distendu à nouveau, qui est ce vide regardé de l'autre côté. Voilà, dernière entrée, côté chemin du Cornillon, au côté Auvervilliers. Le parcours va être beaucoup plus court, donc on va être rapidement sur cette mise en abîme face au vide, et on va ensuite rentrer dans ce vide du même côté que les usagers qui sont rentrés par l'accès au nord. Voilà, et on termine juste par la présentation de quelques images un peu en perspective qui vous permettent de visualiser l'état actuel de l'avancement du projet. Voilà, merci beaucoup.